Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers amis auditeurs de l'Université citoyenne, bonjour par écran interposé. Nous avons réellement le plaisir de vous revoir après une année. Cette année, nous avons le plaisir pour cette 25e édition, une édition qui va être extrêmement riche, de recevoir un grand monsieur, monsieur Awrid. Nous avons le plaisir d'inaugurer cette séance avec le professeur en sciences politiques et écrivain. Il a notamment écrit, et je vous recommande de lire son dernier ouvrage sur pouvoir et religion au Maroc, un excellent livre. Il a notamment écrit aussi Regard sur l'Occident, aux origines du Marais arabe, l'islam politique dans la balance, l'impact de l'islamisme, Occident est-ce le crépuscule, Tourment d'Alan. C'est vraiment des ouvrages qu'il faut avoir dans votre bibliothèque. Cette année, on démarre cette université citoyenne avec la thématique Maroc-Algérie, l'histoire d'une relation tumultueuse. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Awrid. À vous la parole. Merci beaucoup, Saleh. Je suis ravi d'être là une deuxième fois dans le cadre de l'université citoyenne. Vos cadres dans la mesure où je ne pourrais pas prétendre à aucun contact direct et chaleureux de l'auditoire. Et j'espère que le débat pourrait donc insuffler chaleur à ce débat pour un thème pour le moins compliqué et difficile. Je tâcherai autant que faire se peut d'être objectif et je commencerai par la fin. Et la fin, c'était le communiqué rendu par le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramdan Lamamra, le 24 août de l'année précédente, annonçant la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Certes, ce n'est pas la première fois, mais force est de reconnaître que c'est la première fois que cela provient de l'Algérie. Étayé par une série, donc, disons, de raisons qui auraient été présidées donc, à cette décision lourde de conséquences. Et l'une des raisons donc, qui remonte à l'histoire donc renvoie aux hostilités de 63, de ce qui était communément appelé la guerre des sables, puis bon, par une série aussi d'actes jugés inamicaux à l'égard de l'Algérie. C'est un précédent. C'est un précédent dans la mesure où pratiquement on est passé de situations assez hybrides, de ni guerre, ni paix, guerre froide, à une situation marquée par de l'État, ce qu'on pourrait appeler un état de belligérance. Ce n'est pas la guerre, mais on n'en est pas loin. Une série d'actes vont donc donner suite à cette décision prise par les autorités algériennes, telle la fermeture de l'espace aérien pour l'aviation marocaine, et puis bien sûr mettre fin à l'accord de gaziduc, donc qui reliait donc le Maroc l'Algérie à l'Espagne via le Maroc. Il était étonnant que cette décision puisse venir après pratiquement donc un discours rendu par le souverain marocain à l'occasion de la fête du trône, donc tendant la main à l'Algérie pour tout simplement tourner la page et rappeler les liens historiques et sociaux qui lient le Maroc à l'Algérie. Cela ne semble pas finalement atténuer la décision déjà prise par pratiquement les autorités algériennes. Bien sûr, on pourra peut-être à loisir donc égrener pratiquement donc cet état de fait, mais on tâchera au-delà des faits, au-delà d'une approche journalistique, donc d'aller plus loin et dégager un peu les contours de ces relations. Autrement dit, donc tâcher autant que faire se peut de comprendre un peu pratiquement les déterminants de cette relation, de ces relations entre le Maroc et l'Algérie. Donc sur pratiquement plus de 60 ans, la règle est plutôt la tension. Il y a eu quelques éclaircies, donc très rares depuis pratiquement 65, c'est-à-dire après le coup d'État de Boumedienne jusqu'en 72, et puis de 88 à l'occasion de la tenue du sommet arabe à Alger jusqu'en 94, c'est-à-dire
quand l'Algérie avait pris la décision de la fermeture donc des frontières entre le Maroc, des frontières terrestres entre le Maroc et l'Algérie. Donc, sur pratiquement de 60 ans, la règle est plutôt donc finalement la tension. Les éclaircies sont finalement l'exception. Pourquoi? Pourquoi? Dans la mesure où pratiquement ces deux pays étaient engagés lors de l'ère coloniale dans un combat unanime. Les deux pays, les deux peuples se considéraient comme étant engagés dans le même but. Le Maroc a autant apporté son soutien à la révolution algérienne que les Algériens ont appris corps et âme donc les revendications du Maroc pour l'indépendance. Il y a une similitude culturelle, sociologique qui rend finalement cet état de fait pour le moins incompréhensible et incongru. Il est à rappeler un fait très important, lourd de conséquences. Quand l'Algérie était française, entre guillemets, et que la France voulait d'épaisser le Sahara, en créant ce qu'on appelait pratiquement donc une organisation commune des régions sahariennes, dégager, dissocier le Sahara de l'Algérie, considérer que l'Algérie était essentiellement composée de 3 départements, Oran, Alger et Constantine, que le Sahara était en fin de compte une exploration française, et comme on venait de découvrir le pétrole, donc l'Algérie française voulait pratiquement opérer une ponction en créant ce qui était appelé, comme je viens de le dire, l'organisation commune des régions sahariennes. Il y a eu des pourparlers entre Français et Marocains, que le Maroc cesse son appui donc aux Algériens, aux maquisards, au FLN, et comme quoi la France serait pratiquement encline à revoir un peu le problème des frontières. Le FLN avait pris contact avec les autorités marocaines, et essentiellement les partis et aussi les autorités officielles, pour surseoir à cette décision. Sur ces entrefaites qu'il y a eu donc la tenue de la conférence de Tanger en 58. C'était pratiquement donc, c'est le FLN qui était derrière donc la tenue de la conférence de Tanger pour ne pas aborder la question donc des frontières et surseoir à cette question qui pourrait être abordée une fois que l'Algérie serait indépendante. Il est à rappeler que le roi Mohammed V, n'avait pas jugé nécessaire d'aborder ce problème des frontières tant que l'Algérie était engagée dans sa guerre de libération. Il est fondamental de rappeler ce fait parce que on a tendance à oublier comme quoi pratiquement c'était à l'instigation du FLN et que le non-dit c'était de ne pas finalement donc aborder la question des frontières. Bien avant l'indépendance de l'Algérie, il y avait un engagement donc du gouvernement provisoire pour voir le problème des frontières. Il y a tout un communiqué donc public comme quoi une fois l'Algérie indépendante, elle aborderait cette question et bien sûr ne pas reconduire donc pratiquement donc les configurations de l'Algérie entre guillemets de l'Algérie française. Donc d'une certaine manière donc ce problème a été contourné mais momentanément. Il va pratiquement surgir presque au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. Il est à rappeler que le premier chef à se rendre en Algérie indépendante était Hassan II. Je crois que c'est fondamental à rappeler. Et il est parti avec une aide en termes finalement donc des chars, etc., pour finalement venir à l'aide, etc., à l'Algérie indépendante. Et l'ambiance était bon enfant. Les questions donc des frontières devraient être abordées. Il y a une déclaration de Ben Bella comme quoi donc les frontières de l'Algérie indépendante ne seraient pas celles de l'Algérie française. Et une délégation s'est rendue en Algérie justement pour aborder cette question, mais qui n'ont pas été reçus. Celui qui représentait le Maroc, c'était le secrétaire général des Affaires étrangères, un certain Mohamed Bousta, qui m'a un peu parlé des péripéties de cette mission donc inachevée. Il est resté 3 mois à Zeralda sans être reçu par aucun responsable de l'Algérie. Nous sommes un peu mieux édifiés sur cette question par les révélations qui ont été faites par Abdeslam
Bel'id, dont finalement un livre qui était pratiquement un témoignage avec un sociologue algérien, El-Kenz, où il a un peu parlé des péripéties finalement du problème des frontières et particulièrement à Tintouf. Mais d'une certaine manière, ce n'était pas le plus urgent. Car en fin de compte, le problème n'était pas que frontalier, mais était idéologique. Et ce problème idéologique va surgir à partir de 62, lors de la tenue du deuxième congrès de l'UNEM. Ce deuxième congrès de l'UNEM était décisif. On en sait un peu plus par des révélations qui ont été faites tout récemment, où pratiquement l'idée de renversement de régime était en l'air. En 62, donc, il y a eu l'infiltration d'un certain élément ba'athiste qui ont participé à ce sommet. Et donc, l'idée, c'était tout simplement, donc, en fin de compte, en découdre avec le régime. Des indiscrétions, donc, vont tout simplement édifier les services de renseignement sur les velléités. Et la suite donnera raison, donc, en fin de compte, tout simplement montrera que cette volonté était réelle après pratiquement le démantèlement d'un réseau en 63 qui avait pris des armes et dont les chefs se trouvaient en Algérie. C'était pratiquement, donc, on va se rendre compte qu'il y a un problème idéologique entre les deux pays, que l'Algérie abritait donc des éléments d'une FP qui voulaient pratiquement en découdre avec le régime marocain. Sans ça, il me semble, on ne peut pas comprendre ce qu'on appelle la guerre des sables. La guerre des sables n'est qu'un prétexte, en fin de compte. N'est qu'un prétexte, car, in fine, le vrai problème, c'était tout simplement donc la divergence entre les deux régimes, chose qui a été rendue publique par Ben Bella, qui était à l'époque président de l'Algérie, en disant que la frontière n'est pas naturelle entre les deux pays. Elle est plutôt idéologique. Et donc, en réaction à ce qui était considéré par le régime marocain d'un acte inamical, le Maroc avait essayé de récupérer un certain nombre de postes qui étaient mis à la disposition de la révolution algérienne. Tinjoub, El Chouatar, Amlachar, c'était des portions qui figuraient dans le Maroc incontesté et qui étaient mises à la disposition donc des maquisards algériens, des fellagas, et que les autorités marocaines donc voulaient tout simplement donc récupérer. Bon, bien sûr, en réaction effectivement de ce qui était considéré comme étant un acte inamical, en abritant donc l'opposition marocaine en Algérie. Ce sont des faits historiques. Ce sont des faits historiques parce qu'en fin de compte, nous savons que pratiquement des éléments des forces auxiliaires ont été égorgés par l'armée nationale algérienne. Ce sont des faits pratiquement, et c'est à la suite de cela qu'il y a eu le déclenchement de la guerre. Ce qu'on appelle la guerre des sables, etc., du côté de Hassibeda, et puis à l'est du côté de donc, Ish et Fiki. Donc, il ne s'agit pas tel qu'on le présente comme étant une agression pour étouffer donc, la révolution algérienne, pour un pays qui venait de sortir donc, de la guerre, mais des escarmouches sur un fond idéologique. Et il se trouve que tout simplement, ceux qui ont été égorgés, c'était des forces auxiliaires. Nous connaissons la suite dans la mesure où il y a eu guerre. Bon, il y a eu l'intervention pratiquement donc à la fois de l'OUA et de la Ligue arabe pour mettre fin donc à l'escalade entre les deux pays, mais ça sera un tournant dans les relations des deux pays. Jamais finalement donc l'Algérie ne sera pratiquement donc remise de ce qu'on appelle la guerre des sables et qui va constituer pratiquement un déterminant dans le subconscient de l'Algérie indépendante. Même si politiquement la question sera, disons, surmontée par l'entremise à la fois de l'OUA et de la Ligue arabe, mais le problème restera pratiquement en suspens. D'ailleurs, c'est à partir de cela qu'il y aura peut-être une doctrine militaire marocaine et vice-versa.
En 65, il y aura un changement dans les relations des deux pays avec, après le coup d'État donc de Boumedienne, qui avait plutôt fait montre d'une politique, disons, pragmatique et réaliste. On pourrait la taxer de réelle politique. Et d'une certaine manière, donc, il va y avoir un réchauffement en douce entre les deux pays, consacré essentiellement par un traité en 69, le traité d'Ifrane, reconnaissant les frontières des deux pays, le bon voisinage, et puis par une visite effectuée par le roi Hassan II à Tlemcen. C'est un peu ce cadre-là qui va finalement donc participer ou contribuer à une forme donc de normalisation et qui va culminer par la signature d'un traité tracé des frontières en 72. En marge donc de le sommet de l'OUA tenu à Rabat en mars 72, les deux pays vont donc signer donc un traité de tracé des frontières de bon voisinage et des frontières de bon voisinage en 72. Lequel traité donc consacre un peu finalement le tracé des frontières. Connaissant un peu les règles du droit international, un traité n'est opposable que s'il est finalement ratifié. Ce traité mettra beaucoup de temps avant d'être ratifié. Avant d'être ratifié, et il ne le sera pas pour les raisons, enfin, il le sera après coup, mais il ne le sera pas pour des raisons que je vais énumérer. Il ne le sera pas parce qu'en fin de compte, l'artisan de ce traité, qui avait en quelque sorte œuvré à une forme de normalisation entre les deux pays, c'est l'homme qui va tout simplement s'avérer félon, c'est-à-dire Oufkir. C'était Oufkir qui, en fin de compte, était l'artisan de ce rapprochement, lequel rapprochement n'était pas du goût des partis politiques, essentiellement de l'Istiklal, qui avait donc condamné et dénoncé le traité de la délimitation des frontières. Et d'une certaine manière, l'échec du coup d'État de 72 était perçu à Alger comme étant une chance manquée. On avait peut-être tablé un peu et misé sur Oufkir. Il est à rappeler que pratiquement 2 semaines avant le coup, Oufkir s'est rendu à Alger le 5 juillet 72. Il s'est rendu pour assister donc à la fête nationale d'indépendance de l'Algérie et reçu par Boumedienne à l'aéroport. C'est-à-dire, il lui a réservé pratiquement un accueil digne d'un chef d'État. Non pas en tant que ministre de la Défense, mais pratiquement donc, nous savons, selon les révélations qui ont été faites par le Fiqh el-Basri, que Boumedienne, à l'annonce de l'échec du coup d'État, se donnait donc des coups de tête contre le mur. C'était pratiquement donc, vu de la Mouradia, donc c'était la chance manquée, et il est compréhensible que Hassan II ne pouvait pas finalement ratifier le traité donc, qui était parrainé par Oufkir. Les raisons donc de la longueur de la ratification tenaient finalement à un contexte marocain. Je crois qu'en fin de compte, l'embellie va cesser à partir de 72. À partir de 72, il y aura une série finalement donc de faits qui vont conforter un peu cet état de fait. En mars 73, il y aura l'infiltration d'un certain nombre de maquisards, ce qu'on appelait Tanzim, etc., par l'Algérie, territoire algérien, via Figui. Ils vont prendre le sud-est en assaut, la région de Glumimat, Adiroust et Moulay Bouaza, et on y a vu un peu la main de l'Algérie. Donc cela va jeter pratiquement un coup de froid dans les deux pays, et chose confortée par l'absence de Hassan II lors de la tenue du sommet des non-alignés tenu à Alger en 73. Donc à partir de 72, on est pratiquement dans un schéma autre que celui qui avait prévalu depuis 65. Les choses commencent à se préciser à partir de 74. Nous sommes face à une nouvelle Algérie,
L'Algérie auréolée, certes, par la guerre de libération, qui est le chef de file du mouvement des non-alignés, mais aussi un pays qui devient riche, grâce finalement donc au prix du pétrole qui ont pratiquement grimpé suite au choc pétrolier de 73. L'Algérie sera pratiquement donc à la tête d'une manne et à partir de là va tout simplement se positionner sur l'ordre international, se portant la championne de ce qui était appelé le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre économique mondial. Slogan qui a été défendu par Boumediene à l'Assemblée générale en 1974. Je crois qu'il est fondamental de retenir deux éléments qui expliquent un peu l'Algérie. Donc, au-delà des faits, etc., qui sont, je présume, connus, l'Algérie donc avait un capital symbolique, c'est celui de la guerre de libération, qui faisait d'elle pratiquement un peu ce qui était appelé à l'époque la Mecque des mers de libération, la Mecque des mouvements de libération. Et le deuxième élément, ce sera tout simplement le pétrole. Et ces deux faits, pratiquement, donc, vont être actionnés contre ce qui était considéré comme un régime archaïque, suppôt de l'Occident, de l'impérialisme, etc. Je mets tout cela entre guillemets. Bon. Certes, historiquement, le Maroc a revendiqué le Sahara. Donc, la question pratiquement du Sahara a été posée depuis 1958, quand feu Mohamed V s'était rendu donc à Mohamed el-Ghazlan. Donc la question du Sahara donc n'a pas été posée, contrairement à ce qu'on a tendance à dire comme étant une manière de dérivative des deux coups d'État en fin de compte. C'était un peu l'analyse qui a été faite, mais qui me semble très hâtive. Et donc la question certes était posée en 72 en marge du sommet de l'OUA, posée en 73 lors d'un sommet tripartite entre Hassan II, Mokhtar Ould Daddah et Boumediene Agadir, posée aussi lors de la tenue de la Ligue arabe à Rabat en 74, mais vu un peu le contexte pratiquement à la fois régional et international, l'entrain de l'Algérie va tout simplement baisser et être atténué. En 73, selon les révélations qui ont été faites par Hassan II, Boumediene avait plaidé pour ce qu'il appelait l'autodétermination en disant comme quoi il ne pouvait pas finalement plaider pour l'autodétermination pour les Vietnamiens et ne pas le dire pratiquement à quelques encablures donc, de l'Algérie. Nous avons une autre lecture qui a été faite par l'ancien président mauritanien, Mokhtar Ould Daddah, dans ses mémoires, qui dit comme quoi, en fin de compte, l'une des raisons qui pourrait expliquer finalement donc l'intransigeance algérienne, ou le changement, ou peu importe en fin de compte, c'était tout simplement le fait que le Maroc n'ait pas pu ratifier le traité de délimitation des frontières. Et Ould Daddah, dans ses mémoires, considère que si tout simplement le Maroc avait ratifié, il n'y aurait pas le problème du Sahara. Bon. Je ne sais pas si peut-être une telle explication pourrait être abordée, mais d'une certaine manière, nous retenons un peu l'essentiel, il y avait un manque, un déficit de confiance entre les deux pays. Donc, Hassan II ne pouvait pas finalement se remettre, alors qu'il devait être, il l'était incontestablement au fait que, bon, pratiquement, donc, on s'était réjoui on allait, enfin, plutôt, on ne s'était pas réjoui de l'échec du coup d'État de 72, et il était au fait aussi du fait comme quoi, pratiquement, donc, les maquisards avaient transité par l'Algérie. Donc, il y avait un gros problème de déficit entre les problèmes, etc. Je crois qu'il est impératif de s'arrêter sur cette séquence parce que c'est elle qui va expliquer pratiquement la suite. Je crois que quelque part, cette phase 72-75 est très importante, comme un peu dans la psychologie, etc. Il est fondamental de s'arrêter sur ces séquences qui expliquent un peu la suite. Bon, le Maroc a choisi donc la voie diplomatique pour un peu régler le problème du Sahara, car dans la perspective du Maroc, la question du Sahara ou la récupération du Sahara ne devrait pas être différente des autres portions qui ont été finalement
recouvrait tel Tarfaya, Sidi Ifni. Donc on avait pensé que le même schéma pouvait tout simplement être adopté et que le problème était beaucoup plus avec l'Espagne qu'avec un quelconque mouvement qui n'existait pas à l'époque, et encore moins avec l'Algérie, dont on ne mesurait pas encore, en fin de compte, la faculté donc de blocage. Donc, il est peut-être important de rappeler que publiquement, l'Algérie, par la bouche de Boumedienne, avait dit en 1974, l'Algérie n'a pas de prétention sur le Sahara. C'était lors de la tenue du sommet de la Ligue arabe en 1974, et Boumedienne devait dire en séance fermée, comme quoi le Maroc ne demande qu'en fin de compte, ce que le Maroc et la Mauritanie se mettent d'accord et que l'Algérie ne pourra que louer finalement donc toute décision qui serait prise et qui servirait les intérêts des Mauritaniens et des Marocains. Ben, la suite, on la connaît. Donc, en 1975, donc, il y avait pratiquement donc, voilà, l'organisation de la Marche verte. La Marche verte était, on avait tablé sur un peu l'échec de cette marche. Et on y a vu pratiquement un acte hostile à l'Algérie. C'était la lecture qui a été faite. Et les choses commençaient tout simplement à basculer après la Marche verte. C'est à partir de ce moment-là que pratiquement donc, les choses ont été et d'une certaine manière, je ne peux pas finalement faire un peu, disons, spéculer sur, disons, les déterminants des dirigeants algériens, mais je reprendrai quand même quelques éléments qui ont été donnés par quelqu'un qui avait présidé aux affaires étrangères et dont j'en avais parlé dans un article, en l'occurrence Mohamed Bousta. Les autorités algériennes avaient considéré que le Maroc ne pouvait jamais finalement donc récupérer le Sahara. Il n'avait pas finalement de force armée, l'armée était décapitée, pour reprendre le terme de Bousta, après les 2 tentatives de coup. Le régime était fragilisé, selon finalement donc, Mohamed Bousta, Hassan II se trouvait pratiquement marginalisé, ne pouvant plus disposer finalement d'appui au sein de la classe politique, que le Maroc ne pourrait jamais finalement se mettre d'accord avec la Mauritanie, et d'une certaine manière, ça ne sert à rien finalement donc de, disons, de s'attirer l'inimitié du Maroc du moment où il était voué à l'échec. Voilà un peu pratiquement l'analyse qui a été faite. Et donc, en fin de compte, in fine, le Maroc ne pourra pas récupérer le Sahara. La marche verte a été organisée, donc c'était une réussite, etc. Et c'est là où tout a basculé. Tout a basculé, et puis bon, nous connaissons un peu la suite. La reconnaissance par l'Algérie en février 1976 de ce qui est appelé, ce qu'on appelle la RAS, la République entre guillemets. Et suite à cela, bien sûr, le Maroc a rompu ses relations diplomatiques. Il y a eu des montées de fièvre et pratiquement donc un affrontement direct entre les 2 armées. Amgala 1 puis Amgala 2. Et nous savons aussi par des révélations qui ont été faites à la fois par les anciens éléments du Polisario, comme pratiquement des révélations qui ont été faites par l'ancien président algérien Chadli Boujdid dans ses mémoires, qu'en fin de compte, c'était une guerre algérienne. Qu'en fin de compte, Polisario faisait la guerre, on menait la guerre par procuration. Je rappelle ce qui a été dit par Chadli Boujdid dans ses mémoires, que bon, pratiquement donc le président Boumedienne avait réuni des éléments donc, de l'armée pour dire il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre. Et Chadli Boujdid, qui était chef de la première région militaire donc, de Béchar,
répondre qu'en fin de compte, l'armée algérienne n'était pas prête. Et c'est après coup que pratiquement donc Boumediene s'est retourné vers Bouteflika, qui était ministre des Affaires étrangères, en lui disant, je cite, c'est Abdelaziz Oujed Kata Ibn Tarak. Prépare donc tes katibas, c'est-à-dire tes éléments, donc pour faire pratiquement donc mener la guerre sur le plan diplomatique. Bon, voilà un peu pratiquement donc le contexte qui a prévalu depuis 75 jusqu'en 88. Il y a eu incontestablement, on pourra peut-être en parler, lors des débats, des pourparlers, des médiations, essentiellement des pays arabes, en l'occurrence l'Arabie saoudite, et surtout après le décès, il y avait même pratiquement une tentative de rencontre qui a avorté entre Boumediene et Hassan II, qui était prévue donc à Bruxelles. Entre-temps, Boumediene est mort, et donc cette rencontre n'a pas eu lieu. Qui aurait peut-être, on n'en sait rien, mais qui aurait peut-être réglé le problème. Bon, on ne peut pas expliquer l'histoire que par finalement des velléités personnelles, mais il y a incontestablement des éléments pratiquement ou des déterminants objectifs. Et les choses ont commencé à changer à partir de 88. Il y a eu un incident qui va tout simplement permettre de ces pays de prendre langue. C'était la tenue ou la perspective de tenue d'un sommet arabe en Algérie. C'était, si ma mémoire est bonne, le 25 juin 88, mais bien avant cela, Hassan II et Chadli Mejdid se sont rencontrés à la frontière à Zoujbral par l'entremise de roi saoudien Khadim al-Haramain Sharifain Fahd. Je crois que quelque part, cette rencontre a préparé un peu les esprits. Il est à rappeler aussi que pratiquement, suite à cette rencontre, Hassan II avait accordé une interview donc à Jeune Afrique, au journaliste Hamid Barada, qui avait vécu en Algérie, qui faisait partie pratiquement donc des éléments du NFP, donc qui connaissait très bien donc le Ghouta algérien, etc. Et Hassan II avait loué Chadli Mejdid en disant que quoi, pratiquement Chadli Mejdid aimait les Maroc. Donc l'Algérie officielle va envoyer une invitation à Hassan II pour assister au sommet arabe, et Hassan II de répondre comment je vais m'y rendre alors que pratiquement je n'ai pas d'ambassade. Ce sera en quelque sorte le prétexte qui va préparer finalement à la reprise des relations diplomatiques, et les relations seront reprises le 8 juin 88, et sur ces entrefaites, Hassan II pourra se rendre pratiquement donc à Alger pour assister au sommet arabe 88, et en marge de ce sommet, il y aura une rencontre en conclave informelle à Zeralda, qui sera peut-être un peu le coup d'envoi de ce qui va être tout simplement l'UMA ou le Maghreb. Il y aura donc pratiquement une embellie. Une embellie. Alors, comment expliquer cette embellie? Bien sûr, comme quoi il y a peut-être une maturation des esprits, le style Chadli Benjid n'était pas boumedienne, mais il y a aussi des raisons objectives et qui, à mon humble avis, expliquent un peu pratiquement la politique de l'Algérie vis-à-vis du Maroc. Premier élément dont disposait l'Algérie, qui commençait incontestablement à être écorné, bon, bien sûr, c'est ce capital sympathique qui était la guerre de libération. Et le deuxième élément, c'est le pétrole. Le prix du pétrole venait de baisser, et cela va avoir des contre-coups sur l'Algérie. D'ailleurs, cela ne va pas tarder, car l'Algérie sera pratiquement secouée le 5 octobre 88 par des émeutes. On en viendra pratiquement à faire appel à l'armée. Ça sera un choc, un traumatisme, donc inimaginable, et qui va tout simplement changer un peu le spectrum politique de l'Algérie. Mais d'une certaine manière, le 5 octobre est certainement l'expression d'une nouvelle génération qui n'a pas connu la guerre de libération et qui ne pourrait plus finalement être tout simplement
tenu en haleine par finalement donc la mémoire et le souvenir de la guerre de libération. Je crois que nous sommes face à une nouvelle Algérie, donc, qui, comme je viens de le dire, a été mise à mal par les événements du 5 octobre, par la baisse du prix du pétrole, et d'une certaine manière, on est revenu finalement à cet idéal qui a toujours pratiquement bercé les mémoires des peuples maghrébins, l'unité du Maghreb. Je passe sous silence pratiquement ou brièvement ce que vous connaissez. Donc, il y aura le sommet de Marrakech qui va consacrer l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, en février donc 89. Et il y aura une série donc de décisions qui seront prises, telle la tenue pratiquement des sommets une fois tous les 6 mois, etc. On était dans une nouvelle configuration plutôt positive. La confiance commence à s'installer entre essentiellement le Maroc et l'Algérie. Bien sûr, il y avait le problème du Sahara. Et d'une certaine manière, vu un peu ce contexte plutôt encourageant, le Maroc a accepté donc de rencontrer des éléments de Polisario, chose qui n'était de l'ordre inimaginable. Que Hassan II donc, avait rencontré des éléments du Polisario à Marrakech, en leur disant l'essentiel. Le Maroc est prêt à tout accepter, mais dans le cadre de l'intégrité territoriale. Tout serait finalement pratiquement accepté, chose qui a été donc d'ailleurs rendue publique par Hassan II. Je suis prêt à tout, sauf pour le timbre et le drapeau. Et d'une certaine manière, donc, il était inimaginable pour Hassan II, c'est la position du Maroc, ce qu'il y ait pratiquement donc l'acceptation d'une quelconque sécession du Sahara. Mais le fait est que Hassan II ait reçu pratiquement des éléments du Polisario à Marrakech. C'est aussi dans ce cadre-là que le Maroc a accepté donc le plan de règlement. Le plan de règlement n'aurait pas pu finalement avoir lieu si tout simplement les relations n'étaient plus marquées par comment dirais-je, par un regain de confiance entre les deux pays. Mais malheureusement, l'histoire a plus d'imagination que nous, simples mortels. La carte du monde arabe va changer pratiquement à partir de 90, suite à l'invasion du Koweït par l'Irak. C'est un élément qui va complètement changer les configurations du monde arabe et cela va déteindre sur le Maghreb. La rue a bougé, priorités ont changé et d'une certaine manière, un certain nombre pratiquement des pays qui étaient plutôt considérés comme faisant partie de ce qu'on appelait Somod wa Tasaddi étaient un peu dans l'œil du cyclone. Cela, bien sûr, bon, l'Irak le paiera chèrement, mais par la suite, le prochain candidat sera la Libye et l'Algérie se sentait pratiquement un peu menacée. Se sentait menacée, on a sorti un peu quelques tabloïds comme quoi l'Algérie aurait un programme d'armes nucléaires, etc., etc. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'en fin de compte, la carte a changé. Et parmi les conséquences de ce grand changement, c'est tout simplement l'émergence d'un acteur important en Algérie, c'est l'islamisme, sous les oripeaux d'un mouvement qui s'appelle le FIS. On est dans une nouvelle configuration qui va un peu pratiquement perturber, enfin changer plus exactement le jeu. Et les priorités, l'ordre des priorités va changer. L'ordre des priorités va changer. Je présume que pratiquement dans l'esprit des décideurs algériens, donc la priorité n'est pas finalement pour le Maghreb,
mais c'est plutôt mettre de l'ordre dans les contours internes. Certes, il y aura des réunions tenues, etc., mais beaucoup plus pour la forme que pratiquement pour finalement donner corps au Maghreb. Je crois qu'après la guerre du Golfe, le Maghreb commençait à battre de l'aile. D'ailleurs, Hassan II donc, avait compris, avait demandé tout simplement à ce qu'il y ait une pause, pratiquement pour réfléchir un peu les choses, et parce que les règles déterminant les relations internationales avaient changé avec le nouvel ordre mondial, etc. Et Hassan II n'a pas été écouté. Hassan II qui tout simplement avait demandé à ce que, au niveau maghrébin, on mette pratiquement une pause. Bon, il n'était pas suivi par celui qui était le guide de la Libye, qui tenait donc à abriter un sommet maghrébin à Raslanouf. Bon, la suite, vous la connaissez. Il y aura la tenue des élections en Algérie, législatives, mais qui s'arrêteront au premier tour. En décembre 91, l'Algérie va organiser des élections et le fils avait pratiquement raflé plus des 2/3 au premier tour. Si le deuxième tour aurait été tenu, donc ils auraient pratiquement les 2/3 et auraient pu changer finalement les règles du jeu. Et bon, bien sûr, je m'interdis donc tout commentaire, mais le fait est là, c'est que le deuxième tour n'avait pas lieu. N'avait pas lieu. Bon, comment définir un peu ces contours, je n'en sais rien, coup d'État ou pas coup d'État, mais dans tous les cas de figure, il y avait pratiquement une intervention pour mettre fin au processus électoral. Ce que nous retenons par là, c'est que tout simplement, les priorités avaient changé. Et l'Algérie sera en prise donc à des convulsions. Et le Maroc sera touché en 1994 par un acte terroriste. Là où je suis, je ne peux pas parler finalement de la cause. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un acte terroriste à Asni et que la suite de cet acte était donc la prise de décision par les autorités marocaines donc d'imposer le visa aux ressortissants algériens, y compris les ressortissants français d'origine algérienne. La réplique ne tardera pas, puisque les Algériens non seulement vont imposer le visa, mais vont décider donc de la fermeture des frontières terrestres en août, le 24 août 1994. D'ailleurs, le choix de la déclaration de la rupture des frontières diplomatiques le 24 août 2021 n'était pas anodin. C'était tout simplement pour rappeler qu'il fait suite à cette décision qui a été prise par les autorités algériennes en 1994. Nous allons vivre un peu un cas unique dans les annales des relations internationales. Deux pays qui maintiennent des relations diplomatiques, mais avec des frontières fermées, frontières terrestres, mais avec des frontières aériennes ouvertes. Vous pouvez un peu comprendre dans la mesure où l'Algérie avait des priorités. Sa sécurité était en jeu, était ensanglantée par pratiquement ce qu'on appelle en Algérie donc la décennie noire. Et on imagine bien comme quoi pratiquement les élections présidentielles de 99 n'étaient pas qu'algériennes, étaient maghrébines. Donc les Marocains suivaient un peu finalement ces élections. Tant plus qu'il y avait quelqu'un qui connaissait un peu ce dossier saharien, en l'occurrence un certain Abdelaziz Bouteflika. Lequel Abdelaziz Bouteflika était incontestablement le plus marocain des Algériens, parce qu'il est né à Oujda, qui connaissait pratiquement toute la culture politique, s'il n'était pas finalement l'expression de cette culture politique. Et donc d'une certaine manière, ces élections étaient suivies avec un brin d'espoir. Un brin d'espoir comme quoi, finalement, donc, ce brillant diplomate qui a connu, donc, finalement, donc, ce dossier pourrait être l'artisan du dénouement. Et donc, les Marocains suivaient. Et peut-être ceux qui étaient dans les instances de décision tablaient un peu, finalement, sur pratiquement, donc, Bouteflika. Essayons d'analyser objectivement. Abdelaziz Bouteflika était en quelque sorte finalement donc un peu l'incarnation de ces deux facteurs
disons, qui déterminent la politique de l'Algérie vis-à-vis du Maroc. Le premier, c'est ce capital symbolique, parce que lui-même faisait partie finalement donc de la guerre de libération. Donc il avait incontestablement une légitimité historique. Bien sûr, il n'était pas aux grandes loges, mais en fin de compte, il faisait partie quand même donc, du Moujahidine, de Abdelkader Mali, de son nom de guerre, etc. Et c'était un peu le dauphin de Boumediane. Donc il avait incontestablement, il incarnait incontestablement ce capital symbolique de l'Algérie. Deuxième élément, c'est un président qui a eu finalement donc qui va présider avec une aubaine. Les prix vont, les pétroles vont augmenter. Donc d'une certaine manière, il sera un peu pratiquement la réincarnation de ce qui faisait des deux éléments qui font l'Algérie, la politique de l'Algérie dans la région, le capital symbolique et l'élément pétrole. Hassan II décède en juillet 99 et Bouteflika se rend donc ses obsèques. Exprime les signes de sympathie. On a vu comme quoi, en fin de compte, ceux qui pratiquement tablaient sur Bouteflika n'avaient pas tort. Il multipliait les déclarations assurantes dans Sharq al-Awsat en août 99. Il y aura même pratiquement un deuil qui sera décrété suite à la mort de Hassan II, etc. Donc on était pratiquement, on croyait rêver. Jusqu'à la fin d'août, où survient un incident qui va tout simplement remettre les pendules à l'heure. C'était à Bni Ounif quand des éléments de la gendarmerie algérienne ont été tués par des éléments du GIR, le groupe islamique A. Et selon la presse, plus exactement l'AFP, des éléments ou ces éléments du GIA pourraient trouver refuge au Maroc. La chose était démentie par les autorités marocaines, mais c'était suffisant tout simplement pour remettre un peu les pendules à l'heure. Le Maroc complote contre l'Algérie. Voilà finalement comment pratiquement donc on a voulu interpréter un peu les choses, même si après coup donc Mohamed Ammari, je crois, ou Ismaël Ammari, l'un des deux, bon, avait démenti finalement le fait qu'il y ait eu des éléments donc, qui auraient battu en retraite dans le territoire marocain. Mais dans tous les cas de figure, cet incident de Bni Ounif a remis finalement les pendules à l'heure et Bouteflika, dans un discours à Béchar, a été pratiquement donc très dur à l'égard, non pas que du régime, mais à l'égard du Maroc et du peuple marocain. Donc d'une certaine manière, même finalement cet espoir qu'on a un peu finalement, dont on a auréolé, sur lequel on avait tablé, incarné par Bouteflika, finalement sera de courte durée. On reviendra finalement donc à la nature des choses, le statu quo. Statu quo avec bien sûr finalement ce qu'on appelle au Maroc suave, qui est un mot d'ailleurs d'origine espagnole, suave, c'est-à-dire suave, etc. Donc la manière sera finalement préservée. Quoi qu'il advienne, des échanges de télégrammes à l'occasion pratiquement des fêtes, etc. Bon, ce n'est ni guerre ni paix, mais dans tous les cas de figure, un minimum, donc, le SMIC de la politesse était donc préservé. 2020, encore une fois, l'Algérie sera en but à des laves qui vont remettre en cause pratiquement donc ces deux déterminants. Le capital de sympathie, encore une fois, pratiquement sera mis en cause par le Hirak ou la Harak. Et la victime de ce Hirak sera celui qui incarnait justement ce capital, Bouteflika lui-même. Il sera même conspué comme étant pratiquement marocain, marocain, etc. Et le deuxième élément, c'est encore la baisse du prix du pétrole. Donc,
sur le plan économique, pratiquement, l'Algérie sera face à une situation délicate, difficile. Bon, je n'ai pas le droit d'interférer, ni même pratiquement sur la politique interne de l'Algérie, vous la connaissez, donc il y aura un nouveau président, une nouvelle constitution, etc. Mais rien ne changera finalement dans les rapports Maroc-Algérie. Non seulement les choses ne vont pas changer, mais vont être exacerbées, car comme je l'ai dit, donc pratiquement à l'orée de mon intervention, on est passé de finalement ni guerre ni paix à une paix froide, à un état de belligérance. Bon, toute la question finalement, donc, c'est un peu sur perspective d'avenir, car in fine, pratiquement toute la question est là en fin de compte. Les choses peuvent-elles donc aller crescendo vers pratiquement un conflit armé? Peut-être que quelque part, cette tension prépare-t-elle donc à une décrue? Il me semble que pratiquement dans cette nouvelle donne, il y a quand même un élément nouveau. Quoi qu'on dise, il ne faut pas minimiser cet élément. Je crois que quelque part, pratiquement, c'est un peu la dynamique interne des deux pays, dans les deux pays. Je crois que quelque part, il ne faut pas finalement donc minimiser pratiquement cette dynamique, aussi bien en Algérie qu'au Maroc. Et dans cette dynamique, les deux, cette dynamique, ils se considèrent comme étant le même peuple, sont conscients finalement des dangers et ils font brandir un peu les risques. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de lire un article justement dans Le Monde diplomatique, écrit à la fois par un Algérien et un Marocain, et qui relate un peu finalement pratiquement l'ambiance qui prévaut aussi bien à Alger qu'à Rabat, dans les deux pays, etc., au sein des deux sociétés. Ils ne veulent pas d'un remake de la guerre Iran-Irak. Parce qu'en fin de compte, la guerre Iran-Irak n'était pas finalement, disons, les victimes, en fin de compte, de la guerre Iran, c'était à la fois les deux peuples irakiens, iraniens, mais les deux régimes en même temps. Et d'une certaine manière, une confrontation dans la région ne sera pratiquement aucunement de l'intérêt ni du peuple algérien, ni du peuple marocain, et encore moins aussi des deux régimes. Et il faut reconnaître une chose, c'est que malgré pratiquement cette tension qui a prévalu, qui est la règle, au sein des instances dirigeantes, il y a eu pratiquement donc une ligne rouge qu'on n'a jamais voulu finalement franchir. On est conscient finalement des liens très forts entre les deux pays. C'est un peu pratiquement ces liens qui ont fait que tout simplement, des deux côtés, on n'a jamais voulu finalement donc aller plus loin. Je crois que si j'ai accepté finalement de parler ici dans cette université citoyenne, ce n'est pas que pour relater des faits, mais dans la perspective pratiquement de dépasser un peu le statu quo. Et comme je crois aux dynamiques des deux sociétés, je table sur ces dynamiques qui pourraient peut-être changer l'ordre des choses. Encore une fois, je tiens à remercier donc l'Université citoyenne pour cette invitation et je table sur le débat pour un peu enrichir et apporter un cadrage sur ces relations maroco-algériennes. Merci pour votre attention. Merci. Merci, M. Aouli, pour cette passionnante l'histoire d'une relation tumultueuse. Il y a de très, très nombreuses questions, des centaines de participants qui sont connectés actuellement. La première question qui vous est posée, M. Aouli, pensez-vous que le Sahara... Je ne sais pas parce que... Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, oui, oui. Très bien. La première question de plusieurs auditeurs, ils vous posent la question, pensez-vous que le Sahara marocain est la cause de la mésentente, de la cristallisation, ou c'est les temps historiques et les séparations étatiques?
Vous voulez que je réponde à l'instant ou après, Oui, répondez parce qu'il y a plusieurs questions. J'essaie de regrouper les questions. Donc ça, c'est une question qui est revenue souvent. À vous la parole, M. Aourid. Écoutez, ma lecture, c'est que le Sahara, ou la question du Sahara est un symptôme. Ce n'est pas la cause qui explique un peu l'état de relations, enfin l'état des relations maroco-algériennes. Elle est un expédient et d'une certaine manière, donc il y a eu des problèmes avant même qu'il n'y ait le problème du Sahara. Donc, question du Sahara n'était pas posée en 63, n'était pas posée en 62, n'était pas posée donc en 72. Et donc, en fin de compte, le Sahara ne peut pas expliquer pratiquement donc finalement donc l'inimitié entre les deux pays. Je persiste à croire, et c'est l'analyse qui est faite même par des Algériens, que le Sahara n'est que la conséquence. Je crois qu'il y aura des moments, enfin, on pourrait peut-être finalement faire appel à un certain nombre d'acteurs qui ont été pratiquement impliqués dans les relations maroco-algériennes et en contact avec des éléments donc algériens qui considéraient qu'en fin de compte, la question du Sahara n'est pas la cause, mais plutôt la conséquence. Et d'une certaine manière, la conséquence est complexe. J'avais tout à l'heure parlé de la divergence des deux régimes. Là, je n'invente pas la poudre, c'est ce qui a été dit par Ben Bella, etc., donc lors de déclenchement des hostilités en 63, en disant que la frontière n'est pas terrestre, mais elle est idéologique. Mais il y a aussi finalement un élément qui peut-être tient au legs du colonialisme. Et là, je fais mienne un peu l'analyse qui a été faite par Abdallah Al-Aroui dans un livre justement sur l'Algérie et le Sahara marocain, et pour qui, en fin de compte, l'Algérie indépendante n'est que le continuum de l'Algérie française vis-à-vis pratiquement des territoires sahariens, qui cherchent finalement à avoir un débouché sur l'Atlantique. Peut-être un autre élément, et qui tient finalement donc à une mémoire collective, qui sera en fin de compte l'expression de l'âme maghrébine. Est-ce l'Algérie ou est-ce le Maroc, etc. Bon, mais pour finalement faire court, la question du Sahara, à mon humble avis, n'est pas la cause, mais plutôt l'expression de ce manque, de ce déficit de confiance entre les deux systèmes. OK. Autre question, M. Aourid. Vous avez parlé de la main du colonialisme. Il y a une question qui dit quel est le rôle des pays occidentaux entre les deux pays, comme l'Espagne et la France, dans ce conflit maroco-algérien? À vous, M. Aourid. Écoutez, très difficile de parler d'un rôle prépondérant de l'Espagne, parce qu'en fin de compte, l'Espagne, surtout des années 60, ne comptait pas beaucoup, en fait. Il était pratiquement mis au banc, c'était un régime qui était considéré comme étant dictatorial, pas très riche. Donc, sur le plan pratiquement, l'Algérie était beaucoup plus riche à l'époque que l'Espagne, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Par contre, effectivement, bien sûr, il y avait un rôle de l'Algérie. De la France, pardon. Du moins, si je fais mienne un peu l'analyse qui a été faite par les Algériens et ceux qui étaient dans le centre des décisions, le Maroc serait finalement donc une Algérie de substitution, ce que peut-être un peu finalement donc les coloniaux avaient perdu en Algérie, voulaient tout simplement le récupérer et faire du Maroc donc le fer de lance contre l'Algérie française. Bon, c'est un peu finalement le sentiment qui prévalait dans le Gotha algérien. Bon, je rappelle ce qui a été, disons, dit dans Wikileaks, ce qui a été rapporté par Wikileaks, par la bouche de l'ancien président Bouteflika, comme quoi, ben, pratiquement, l'Algérie, enfin la France, ne s'est pas remise à l'idée de l'indépendance de l'Algérie et qu'il occasionnerait donc le Maroc, etc. Bon, vrai ou faux, je n'en sais rien, mais ce sentiment
existe ou existait au sein de la classe politique algérienne et au sein donc des décideurs. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais effectivement, la France ne s'est pas remise de la perte de ce qu'elle considérait son Andalousie. Et d'une certaine manière, elle a continué à œuvrer, etc. Je pense que quelque part, on pourrait même un peu finalement dire la même chose dans le discours qui a été rendu par le souverain marocain Mohamed VI à l'occasion de la fête, du trône, le dernier. Donc, il était dit comme quoi, cette tension était maintenue par des éléments tiers qui n'ont pas été donc énumérés, mais d'une certaine manière, je crois que cette tension fait l'affaire d'un certain nombre de pays qui avaient incontestablement donc intérêt à l'alimenter et à la maintenir. Ok. Autre question, M. Aourid. Pensez-vous que si demain il y a une gouvernance civile en Algérie, la donne pourrait-elle changer, notamment pour la relation maroco-algérienne? Vous, M. Aourid. J'ai parlé de dynamique. Je ne sais pas quelle forme prendront ces dynamiques. Moi, je pense que l'élément qui aurait pu changer les choses, qui n'a pas eu lieu, si tout simplement on avait laissé les frontières ouvertes. Je crois que moi, personnellement, sans vouloir interférer dans les configurations politiques d'aucun pays, d'aucun régime, ce n'est pas mon droit et je suis politologue. J'essaie d'analyser de manière objective, mais incontestablement, si les frontières étaient ouvertes, la donne aurait changé. Gardez à l'esprit une chose fondamentale. Ce qui a été dit il y a de cela 2 ans ou peut-être moins par des économistes, qui est quand même pratiquement un magazine très sérieux, que tout simplement, si le Maghreb avait eu lieu, le Maghreb aurait été l'économie la plus importante du Moyen-Orient, dépassant et de loin pratiquement la Turquie. Donc gardez à l'esprit ce rendez-vous raté. Ce rendez-vous raté pratiquement. Donc, quelle configuration politique aura tel ou tel pays, ce n'est pas à mon droit. Mais je crois que l'élément qui aurait incontestablement changé la donne, ça aurait été finalement l'ouverture des frontières. Et je crois que quelque part, on en était conscient. C'est pour ça que de part et d'autre, on n'était pas finalement très, très enthousiaste à ouvrir les frontières. Ok. À votre avis, quels seraient les ingrédients à court terme pour apaiser la tension maroco-algérienne et à long terme? Je ne sais pas. Il arrive un moment où pratiquement il faut garder la tête froide. Bon, il y a eu un moment de montée de fièvre. Une montée de fièvre depuis la déclaration unilatérale, donc rupture des relations diplomatiques, sans parler bien sûr des campagnes médiatiques, etc. Et tout un mouvement aussi, il faut rappeler les choses par leur nom, bien sûr, un mouvement donc des troupes dans les frontières, etc. Donc, rappeler ce qui doit être rappelé, c'est qu'en fin de compte, une confrontation, c'est un acte suicidaire. Un acte suicidaire que, ceux qui peuvent peut-être un peu se berner par, disons, une supériorité numérique, la force ne résout pas le problème. On a vu pratiquement finalement donc la force, etc. Et puis d'une certaine manière, donc, ne plaise à Dieu, s'il y a des hostilités ou entre les deux pays, les deux pays finalement fourniront la chair à canon, paieront, mais ce sera des guerres par procuration. Ça ne sera pas leur guerre en fin de compte, entre guillemets. Donc il faut rappeler un peu ce qui devrait être rappelé. Ça serait un acte suicidaire. Je crois que les esprits ne sont pas encore lucides et sereins. Mais arrivera un moment, peut-être, on passera peut-être à une meilleure, finalement, état d'esprit.
je dirais donc ce qui a été dit officiellement, publiquement, entre le Maroc et l'Algérie, c'est le même peuple, mais pratiquement partagé dans deux pays. C'est plus que deux frères, c'est deux frères jumeaux, comme cela a été dit donc officiellement. Est-ce que les intellectuels pourraient changer la donne? Je ne pense pas dans l'état actuel des choses. Ce qu'il faudra, à mon humble avis, dans l'état actuel des choses, c'est raison garder en attendant des jours meilleurs, parce qu'en fin de compte, le monde est comme pratiquement en ébullition, comme si c'était un volcan en éruption. Il n'a pas encore pris forme. Je crois que quand les choses s'apaiseront, etc., il faudra tout simplement faire appel au langage de la raison. Ok. La reconnaissance du Sahara marocain par les États-Unis, est-ce qu'elle ne pourrait pas changer la donne pour apaiser la tension maroco-américaine ou maroco-algérienne, pardon, ou l'exacerber? Ce qu'il faudra retenir, c'est que vu d'Algérie, ou vu finalement elle a exacerbé. Bon, elle a exacerbé. C'était considéré comme étant pratiquement. Donc, nous sommes dans une logique. Le jeu à somme nulle. Nous ne sommes pas finalement. Tout gain pour l'un est considéré comme étant une perte pour l'autre et inversement. On n'est pas dans une logique win-win, etc. Et incontestablement, cette décision a été pressentie comme étant pratiquement donc un échec de la diplomatie algérienne. Bon, sur ces entrefaites-là, je crois que le Maroc est un État souverain, donc le Maroc n'est pas sous la tutelle de qui que ce soit pour finalement donc établir des relations selon finalement donc ses intérêts. Le Maroc n'a pas finalement à être le tuteur de l'Algérie, l'Algérie n'a pas à être la tutrice du Maroc. Mais entre les deux, il y a incontestablement une grande portion finalement d'intérêts convergents et d'intérêts communs. Bon, mais vu valeur d'aujourd'hui, la reconnaissance était plutôt perçue côté algérien comme étant pratiquement un élément qui a exacerbé plutôt la tension. Ok. Autre question, M. Aouli. Pourquoi le Maroc insiste toujours sur l'ouverture des frontières, alors que ce n'est pas le cas de l'Algérie? À vous, M. Aouli. Il y a un intérêt à gagner. Ce n'est pas qu'un gain que pour le Maroc, c'est aussi un gain pour l'Algérie, pour les régions, etc. Au-delà de l'aspect économique, il y a un aspect humain. Bon, je suis d'une région frontalière, je connais un peu les relations entre les deux, dans les régions frontalières, donc Oujda, Figuig, Rachidia, etc. Donc, je suis un enfant de ces régions, donc je connais viscéralement donc le coût humain, psychologique. Bon, le Maroc appelle, parce qu'en fin de compte, selon un peu la logique, ou ce qu'on appelle la rationalité économique, mais aussi pour des raisons, disons, humaines, effectives. Je ne pense pas que ce soit à mettre ça au passif du Maroc, d'appeler finalement à l'ouverture des frontières. Bon, les Algériens, bon, je ne vais pas me substituer aux autorités algériennes. Ce que je sais, c'est que ça a été, donc, finalement, la décision a été prise en 1994 et que la décision continue. Bon, peut-être qu'on avait compris, considéré qu'en fin de compte, c'est plus le Maroc qui avait besoin de l'Algérie que l'Algérie qui avait besoin du Maroc. Et d'une certaine manière, oui, bon, la manne pétrolière pouvait finalement, donc, à l'Algérie, donc, de surmonter finalement, sursoir à la nécessité du Maghreb. Mais pour combien de temps? Le pétrole n'est pas éternel. Et le monde d'aujourd'hui est commandé parce qu'on appelle la rationalité économique. Donc, je ne pense pas que ce soit finalement une tare que le Maroc appelle finalement à l'ouverture, ou appelait plus exactement. On n'y est plus finalement depuis pratiquement donc la rupture des relations décidée par l'Algérie. Ok. Pensez-vous que un jour l'Algérie reconnaîtra notre Sahara?
l'Algérie, c'est dans une nouvelle configuration. Vous savez, pratiquement, donc, si le Maghreb se fait, qu'il y a un capital de sympathie, cette idée du Maghreb, elle est forte. Elle est forte au Maroc, elle est forte en Algérie, elle est forte en Tunisie, elle est forte en Mauritanie, elle est forte en Libye. Donc, on est conscient à tout niveau, comme quoi pratiquement on ne pèsera que dans un cadre finalement donc régional. Donc, vous savez, donc c'est un peu l'analyse qui a été faite par le Maroc en fin de compte. Quand le Maghreb se fera, eh ben, ce qui était donc une source de blocage va être atténué, c'est-à-dire l'affaire du Sahara, et sera pratiquement admise. Il me semble qu'on est en train finalement de réfléchir dont finalement le cadre de paradigme du 19e siècle. Aujourd'hui, bon, finalement, donc c'est la logique économique. Vous voyez un peu ce qui se passe du côté de l'Union européenne, etc. On a dépassé finalement les nationalismes étriqués. Bon, certes, ça ne veut pas dire que le nationalisme n'existe pas. À supposer qu'en fin de compte, on puisse transposer le modèle européen au modèle marocain. Un Marocain d'Oujda a plus finalement d'atomes crochus avec quelqu'un d'Oran ou d'Msan qu'il en a avec quelqu'un de Safi. Idem de quelqu'un que, par exemple, de Figuig avec quelqu'un de Bni Ounif ou de quelqu'un de Qsarsouk Rachidia avec Bchab. On n'est pas dans ce qu'on appelle en anglais clear cut. Le Rhin, par exemple, départage de culture, de monde. Là, en fin de compte, la géographie ne départage pas. Donc, c'est la même culture. Malheureusement, nous sommes dans ce que Benjamin Stora appelle les nationalismes étatiques, et ces nationalismes sont quelque peu coercitifs. Je crois qu'il faut épouser un peu finalement l'ère du temps, et la question sera subsidiaire une fois qu'on est dans un nouveau domaine de définition. Ok. Ok, on va prendre encore deux questions. Monsieur Aouli, vous avez parlé du Maghreb. Il y a une question qui vous est posée. Pensez-vous qu'il existe une conscience maghrébine? Je le pense. Je le pense. Je le pense. Oui, je le pense. L'idée du Maghreb, elle est forte. Elle est forte. Elle prend même pratiquement des signes, j'allais presque dire infantiles. Bon, est-ce que les Almohades sont algériens au Maroc, est-ce que Marrakech, etc. Bon, quand on est sérieux, enfin, historien et sérieux, on ne s'attarde pas là-dessus, mais d'une certaine manière, l'idée du Maghreb est très forte partout. Il n'y aura pas peut-être, il faudra peut-être la redéfinir telle qu'elle a été finalement donc définie et déclinée. À mon humble avis, cette définition n'est plus de mise. Est-ce qu'on peut parler d'une union du Maghreb arabe déjà pratiquement alors qu'il y a quand même des portions qui ne se définissent pas comme étant arabes, aussi bien au Maroc, en Algérie, peut-être en Libye, et peut-être aussi en Tunisie. Le rapport aussi à l'Afrique subsaharienne devrait être changé d'une certaine manière, pour reprendre une expression d'Edgar Morin. Autant il faut repenser l'Europe, il est incontestablement nécessaire et indispensable de repenser le Maghreb. Mais l'idée est là, elle est forte, dans l'imaginaire des peuples maghrébins. Ok. Monsieur Aouli, dernière question. À votre avis, quel est l'avenir de cette relation maroco-algérienne? À vous la parole. Écoutez, jusqu'à maintenant, nous sommes encore maîtres de nos destinées. On peut finalement changer le cours des choses d'une manière plutôt positive. Vous savez, en politique, arrive un moment où vous n'êtes plus maître du jeu. Vous êtes beaucoup plus finalement donc déterminé que déterminant. Et pour citer donc Goethe, le premier acte est libre en nous. Nous sommes esclaves du deuxième. Jusqu'à maintenant, nous sommes encore libres de nos actes. Je crois que, et je reprends tout simplement donc une expression très célèbre, donc proférée par les dirigeants algériens, par feu
Boumedienne et qui fait partie donc de la culture politique algérienne, il ne faut pas insulter l'avenir. Ce qu'il faudra faire jusqu'à maintenant, c'est ne pas insulter l'avenir. Et l'avenir se fera de lui-même. Mais il ne faut pas l'insulter. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Ok. Ben, je pense qu'il y a des questions ici, donc on va écouter. Donc il y a quand même une assistance. Ok. Ben, je vous redonne la parole pour les questions qui sont posées en salle. Je Très vous bien. redonne la parole, M. Aourid. À vous la parole. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour et je voulais juste vous poser une question plus large concernant les voisins de l'Algérie. Car je veux dire, le propos était le Maroc et l'Algérie. Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer sur les voisins qui sont le Mali, Niger, la Libye? Il y a des tensions également avec ces pays-là. Voilà. Bah, je ne suis pas expert de l'Algérie, je ne suis pas algérien, je ne connais pas finalement la politique de l'Algérie vis-à-vis des autres pays. Les choses qui ont interpellé mon attention, c'était les relations maroco-algériennes. Bon, je considère finalement, je rapporte un peu pratiquement ce qui fait partie de la doctrine algérienne, aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire. On considère que le danger ne peut provenir que du côté de l'Ouest. Il y a un livre qui est sorti, j'ai oublié le nom de l'auteur, La sale guerre d'un ancien militaire, etc., où il a dit Souahlia, je pense. Sahlia. Enfin, j'ai oublié le nom, mais le livre s'intitule La sale guerre. Où cet officier dit comme quoi, donc, dans l'académie militaire de Churchill, on leur apprend comme quoi pratiquement l'ennemi, c'est le Maroc. Donc, bon, bien sûr, vu aujourd'hui, etc., on a vu un peu finalement le carrousel des relations tuniso-algériennes, etc. On ne considère pas l'Algérie comme étant donc ni un adversaire, ni une menace, etc. Bon, le problème bon, avec la Libye, c'était pratiquement géométrie variable. Pour le Mali, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué dans la mesure où il y a le problème Touareg. Et d'une certaine manière, donc, les autorités algériennes tiennent à avoir des relations cordiales avec pratiquement donc, avec le Mali. Les Touaregs, comme vous le savez, se trouvent pratiquement donc, sur un grand espace qui couvre à la fois donc, le sud de l'Algérie, le nord du Mali, une partie du Niger, une partie donc, de la Mauritanie. Selon certaines analyses, on les considère comme étant les Kurdes de l'Afrique du Nord. Je ne sais pas si la comparaison est là, mais certains considèrent qu'en fin de compte, c'est un problème qui pourrait surgir. Donc, d'une certaine manière, donc, les autorités algériennes, par le prisme justement du Touareg, accordent une importance très particulière donc, à leurs relations. Mais je ne suis pas expert, je ne parle que des relations maroco-algériennes. J'ai essayé de dégager un peu les déterminants. Et, mais comme je vous l'ai dit, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il y a une très grande similitude, c'est-à-dire entre les deux pays sur le plan sociologique et culturel, et même une grande similitude sur le plan pratiquement des problèmes, à telle enseigne que les problèmes, quand ils existent, ne diffèrent guère de nature, mais finalement, mais de degrés seulement. Donc, au niveau des instances pratiquement étatiques et administratives, etc., on relate une très grande similitude de nature. Donc, la seule différence, c'est de... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je ne suis pas très bien placé pour parler des relations de l'Algérie vis-à-vis des autres pays. Mais les deux déterminants, à mon sens, de la politique algérienne demeurent, à mon sens, ses rapports avec la France et ses rapports avec le Maroc. Ok, je reprends la main. Redonnez, vous pouvez, il y a une question au niveau de la salle. Oui, il y a une question au niveau de la salle.
Ok, à vous, M. Aourid. C'est où? On aurait pu avoir un rôle important. Il n'a pas changé beaucoup la pièce. Donc, si j'en ai très peu, une deuxième question. Très peu, peut-être éviter le rôle militaire. Tout le monde sait que le militaire a un rôle important à l'origine depuis quasiment la même chose. Un militaire, il en fait quelque part en guerre, en tension. Là, il est l'intention. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent très bien l'Algérie, la Kabylie, Rabea, c'est très bien qu'il y ait des tensions énormes depuis plusieurs années entre les Arabes et la communauté avec laquelle les Européens à droite. On connaît très bien, c'est très bien ce qui se passe aussi en Kabylie avec des mouvements de détermination, etc. Donc forcément, un régime doit pour maintenir, en tout cas les militaires, pour maintenir une certaine. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais essayez de me donner la parole juste après pour dire à M. Aourid de redire la question. D'autres fonctions pour se maintenir. Écoutez, vous avez raison donc d'avoir relevé le fait que je n'ai pas pu parler de Boudiaf, c'est par omission. On ne peut pas parler de tout. Je tablais effectivement donc sur le débat justement pour remplir un peu les vides, etc. Mais je suis tout à fait d'accord parce que quelque part, ça aurait pu être un peu finalement l'occasion. Bon, effectivement, donc, on a fait appel à Boudiaf à un moment donc où bon, la texture avait un peu basculé après donc l'arrêt du processus électoral. Donc, on a fait appel à quelqu'un qui avait une légitimité historique. C'est celui qui a rédigé le premier donc, communiqué donc, du 1er novembre en 1954. Donc, c'est d'une certaine manière la tête éminence grise donc, du soulèvement. C'est lui qui a même forgé le terme FLN. Donc, pratiquement pas quelqu'un qui puisse finalement lui ravir cette légitimité de ceux qui étaient vivants, etc. Alors, vous connaissez la suite. Bon, il est fondamental de le rappeler. Donc, Boudiaf a dit ce qu'il fallait peut-être pas dire. En mai 92, il avait accordé une interview à Al-Ittihad al-Ishtiraki au grand journaliste Mohamed Bahi, originaire de la Mauritanie, mais qui était maghrébin, hein, invétéré, et puis bon, qui avait pratiquement travaillé en Algérie, dans Chab, etc., qui connaissait l'Algérie, qui connaissait toute la classe politique algérienne, etc. Et bon, Boudiaf Larhamou avait, excusez-moi de le dire, enfin, entre guillemets, avait mis les pieds dans le plat. Il était dans le sens de l'histoire. Bon, ce que je dis, moi je pense qu'il était dans le sens de l'histoire en disant qu'il était autant marocain qu'algérien. Donc, il a payé pour ça. Il a payé pour ça et d'une certaine manière, bon, c'était la leçon finalement pour certains qui lui ont succédé, qui étaient incontestablement, intrinsèquement, je pense, qui avait cet idéal, qui était autant algérien que marocain, mais qui n'était pas prête, enfin qui n'était pas prêt finalement donc à aller
disons, dans la même voie que celle de Boudiaf, parce qu'il savait qu'il y avait un prix. Je crois que quelque part, l'histoire dira son mot sur Boudiaf. Je crois qu'un jour, pratiquement, donc, l'histoire s'arrêtera sur cette séquence. Concernant le rôle de l'armée, oui, il est pris déterminant, prépondérant en Algérie. Bon, je suis politologue, je ne suis pas acteur politique, mais quelque part, je demeure marocain et je m'interdis finalement, d'autant plus que nous sommes suivis, etc. Donc, ce qui pourrait finalement attiser la critique, et la critique est tout aisée. Bon, mais je retiens une chose quand même, c'est que dans le Hirak, bon, les Algériens demandent Hukuma Madaniya. Donc, il y a une revendication finalement, comme un peu partout dans tous les pays démocratiques, le rôle de l'armée, c'est de défendre l'intégrité d'un pays, ce n'est pas de faire la politique. Donc, bon, voilà ce que dit le Hirak, mais bon, algérien, il n'est pas finalement de mon droit de m'immiscer dans les affaires algériennes, mais je suis d'accord avec vous que l'armée est déterminante, incontestablement. Je redonne la parole à Seali. Seali, à toi la parole. Ok. Deux autres questions. Ok, ben nous sommes arrivés à la fin de notre séminaire. Je voulais encore vous remercier chaleureusement et vivement, M. Aourid, pour cette passionnante histoire de cette relation tumultueuse entre le Maroc et l'Algérie. Je donne rendez-vous à tous nos amis auditeurs de l'Université citoyenne pour samedi prochain pour une autre thématique, toujours dans institutions et vie politique et droits humains. C'est à l'intérieur de la CGEM avec Samia Terzez, qui est directrice générale déléguée à la CGEM. Merci encore, bon week-end et à samedi prochain. Au revoir.